Donc bonjour à tous et merci, merci de votre présence, merci aux organisateurs de me permettre de participer à cette deuxième journée face au flux. Effectivement, je vais vous parler aujourd'hui d'Antoine d'Agata, avec un titre qui a un petit peu changé par rapport à celui du programme, pour éviter de vous faire fuir dès le début. Donc il sera question d'Antoine d'Agata face au spectacle du flux. Je n'ai d'autre choix que d'adopter la stratégie des hackers. C'est Antoine d'Agata qui parle et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi il nous dit ça. Alors pour commencer cette intervention, il me paraissait opportun, étant donné que tout ça est en direct, de présenter des images animées, enfin une image animée. Et cette image animée, c'est celle-ci. Donc c'est un GIF animé qui circulait sur Internet cet été, notamment dans les réseaux photographiques, et qui me semble poser quelques questions nécessaires à notre travail. Alors voilà, c'est un GIF, il va défiler en boucle. Je pense que des éléments de ce GIF vous sont familiers. En tout cas à tous les courageux qui ont un peu suivi l'actualité de ces dernières années. Ce GIF est en effet un diaporama, un flux d'images qui présente des photographies de catastrophes humanitaires, qui montrent des enfants morts ou en danger de mort. Et aujourd'hui, ce sont des images qui ont tellement circulé dans les médias qu'elles font partie de notre substrat culturel sur la photographie. Donc plus précisément, il s'agit de La petite fille au napalm, photographie de Nick Out qui date de la guerre du Vietnam. L'enfant et le vautour, photographie tristement célèbre de Kevin Carter. La photographie d'Aylan Kurdi, de Niloufer Demir, qui est plus proche de nous. La photographie du petit Omran assis dans une ambulance qui date de cet été. Et une dernière image animée qui, elle, n'a pas d'auteur connu, qui est présentée comme une image anonyme dans laquelle des chatons jouent calmement. Et cette image représente une rupture énonciative à partir de laquelle on peut construire une réflexion. Donc je vais couper cette animation avant qu'on devienne tous fous. Mais voilà, comment ce GIF a été monté? Eh bien, entre chacune des images se trouve un banc-titre qui comporte des exclamations en anglais. « Oh mon Dieu, c'est tellement triste, il faut que ça cesse, trop c'est trop, et puis, comme c'est mignon ». Donc tout se déroule dans une forme de répétition hypnotique qui mime en miniature le flux d'informations et d'images tel qu'il nous arrive à travers les médias contemporains. On peut imaginer que ce GIF a été construit pour agir comme un petit modèle pseudo-critique du flux d'images ou d'une partie du flux d'images qui nous intéresse aujourd'hui. Ces images et ces textes, ces signes mis bout à bout, articulent un réseau de sens dont on pourrait tirer le discours suivant. Les images chocs des médias d'information nous arrivent en boucle, entourées d'un discours minimal et sensationnaliste. Ces images cohabitent dans le temps et dans l'espace avec des images d'un autre ordre, celui du divertissement et celui des images de notre quotidien fait spectacle. Donc ici, tout ça est emblématisé par ces chatons, mais des millions d'images circulent chaque jour sur Internet. Selon le directeur de Google, qui s'appelle Eric Schmidt, nous créons en ligne toutes les 48 heures autant de contenu que nous en avons créé depuis la naissance de l'humanité en 2003. C'est pour la statistique du volume du flux. Donc que semble nous dire ce GIF? Eh bien, il semble aussi nous dire que l'information la plus sérieuse se trouve surdéterminée par un flux dans lequel, en se mêlant à d'autres images, son sens apparent s'oublie, se dilue, s'atténue et se transforme. De plus, ces images, qui sont un produit du photojournalisme, les images identifiées, donc ces images produits du photojournalisme n'ont aucune effectivité. Dans ce système, la photographie est une surface, une toile cirée sur laquelle nous coulons. Elle ne change rien, elle est en fait déconnectée de nos lamentations, puisque
à celles-ci correspondent, à ces situations présentées, correspondent quelque chose de cyclique, un retour sans fin, finalement, des catastrophes. Alors, pourquoi j'ai montré ça? Parce que c'est dans ce contexte-là que travaille Antoine d'Agata, face à ce monde de photographie et ce monde du photojournalisme et du photojournalisme instrumentalisé qu'il critique au fil de ses livres. Dans un livre publié en 2015, durant l'été 2015, qui s'intitule « Désordre », le photographe incrimine ce système dans un prologue nommé « Flux », qui s'ouvre après une citation de Guy Debord. Voilà. Donc, la beauté nouvelle sera de situation, c'est-à-dire provisoire et vécue. C'est la citation de Guy Debord. Et Antoine d'Agata continue. La photographie se nourrit de la misère des hommes, au-delà de son hypocrisie fondamentale. Elle est un rouage essentiel de la médiatisation du monde, alimentant la pensée en système de représentation et de lecture qui relève de logiques insidieuses de la consommation. Donc à la lecture de ces mots, on aurait pu imaginer que le photographe annonce son retrait du monde de la photographie ou son abandon de la pratique photographique du fait de cette récupération de l'image présentée comme incontournable. Pourtant, Désordre, ce livre, c'est bien un livre de photographie, et c'est même un livre qui contient des dizaines de milliers de photographies. Alors, parlons des désordres par ici. Donc des désordres dans le flux. Les photographies d'Antoine d'Agata se développent dans des livres, je l'ai dit, l'artiste en a publié plus d'une trentaine à ce jour. Et le livre auquel nous avons commencé à nous intéresser, Désordre, paru en 2015 donc, a la particularité de ressaisir une partie de ce travail éditorial en le mettant en regard de textes, eux aussi connus, à l'exception du prologue Flux. Désordre est donc un livre qui se présente comme l'exposition d'un flux de situations, je reviendrai sur ce terme plus tard, qui ont donné lieu à des livres, livres que l'on peut aussi percevoir comme l'exposition d'un flux d'images. Et dans Désordre, je vous en ai mis un exemple ici, il y en aura d'autres, chaque double page, ou à peu près, est la représentation en concentré d'une situation qui trouve son écho textuel à la fin du livre. Donc chaque double page est constituée d'une grille de photographie. C'est un type de mise en page qui est pratiqué par Antoine d'Agata dans bon nombre de ses publications, de ses livres, mais qui prend ici, et depuis quelques années, une nouvelle tournure, puisque un livre publié plus tôt, paru avant Désordre en 2015, et ressaisi plus tard dans Désordre, va accélérer finalement cet empilement de photographies. Ce livre s'appelle Amoeba, c'est un titre anglais qui signifie en français amibe. Donc ce livre Amoeba se trouve imprimé sous forme de Leporello et il contient 1534 pellicules exposées à Tokyo entre 2006 et 2008. Donc le photographe décrit ainsi son protocole dans Désordre. 2 ans durant, sur les instructions de François Cheval, conservateur en chef du musée Niepce, l'équipe technique de l'établissement développe, numérise, référencie et archive 1534 rouleaux de films que j'envoie par la poste à l'issue de chacun de mes séjours. J'accumule les prises de vue, ne regardant les images qu'une fois par an, lors de rares visites au musée. Donc voilà la double page consacrée à Amoeba dans Désordre, qui montre à elle seule plus de 28 000 photographies. Donc ce travail a de quoi laisser le spectateur perplexe. En s'approchant, on semble apercevoir des cadrages et des thèmes que l'on connaît aux photographes. Là, j'ai un peu zoomé sur le livre. Donc on reconnaît les couleurs de ces nuits, les situations qui se répètent. La plupart des pellicules ne sont constituées que de multiples prises de vue d'une seule situation.
ce qui confère aux 36 images de la pellicule une unité de couleur et d'aspect. Mais la tradition photographique demande habituellement aux photographes de choisir la bonne photo, entre guillemets, dans ces planches contact. Et par ce procédé-là, Antoine d'Agata nie à la fois cette tradition et son dépassement qui est de plus en plus en vogue, qui est la présentation des planches contact elles-mêmes. Ici, on ne voit quasiment pas ce que les planches contact contiennent, et la distinction même entre une photo ou l'autre, d'une planche contact à l'autre, n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que l'on consacre ces pellicules à des situations et que ces situations s'enchaînent, s'imbriquent et se complètent. Le reste ne semble être que détail. Le plus souvent, c'est donc le caractère abstrait de la composition qui reprend le dessus. Et c'est un caractère qui est revendiqué par Antoine d'Agata, qui écrit « La quantité d'images amène le caractère excessif de cette expérience vers un degré d'abstraction qui met en jeu la dissolution des formes dans les limbes du temps, la prédominance du geste sur la raison, la beauté de situations que d'autres ont rêvées, intangibles, mais vécues. » Nous sommes donc là face à un premier paradoxe dans l'œuvre d'Antoine d'Agata, qui est provoqué par l'apparition concomitante de cet ensemble d'images et la dénonciation de la photographie qui nourrit la médiatisation du monde et favorise la logique insidieuse de la consommation. Ce sont les termes d'Antoine d'Agata. Donc sur le plan plastique, effectivement, les ressemblances entre les pages de d'Agata et le flux visible d'images sur Internet est troublant. Alors, pour comprendre, il nous faut parler du flux comme fait social, puisque vraisemblablement c'est comme ça que l'entend Antoine d'Agata. Donc Antoine d'Agata, il ne nie pas ce paradoxe entre le flux d'images commerciales qu'il semble dénoncer et sa démarche photographique. Donc il dit que sa démarche photographique fait usage des notions d'excès, de dépenses improductives, de violence désirée. Et dans ce contexte-là, sa situation est paradoxale, avoue-t-il lui-même dans le texte flux. Pour étayer son propos, son texte va tenter de démonter la logique du flux d'images contemporains et donc de poser un problème définitionnel, puisque Antoine d'Agata incrimine certes la prolifération iconographique, mais celle-ci ne constitue pas le noyau dur de la menace perçue par le photographe. Donc l'image photographique n'est qu'un rouage d'une mécanique à dévoiler, celle de la médiatisation du monde et des technologies mutantes de l'ordre économique. Ce sont les termes d'Antoine d'Agata. Autrement dit, d'Agata ne s'en arrête pas au constat du flux. Le photographe adopte le point de vue de la totalité et cette approche englobante des phénomènes l'amène à se poser des questions sur la provenance du flux d'images et des questions relatives à l'identification de ce qui produit ce flux d'images et ceux qu'il consomme. Le flux est donc présenté comme un fait social, au sens peut-être le plus durkheimien, c'est-à-dire une manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure. Le flux, vu par Antoine d'Agata, est un concept qui ne désigne pas l'ensemble des éléments constitutifs, ici les images, sinon il s'agirait d'un stock, qui ne désigne pas non plus la direction commune prise par les images une par une, mais plutôt l'ensemble des relations qu'entretiennent entre elles ces images en référence à leurs consommateurs. Donc dans ce mouvement, les images ne servent donc en fait, les images, pour Antoine d'Agata, ne servent qu'à masquer les logiques insidieuses de la consommation. Les citations de Guy Debord, qui émaillent ses écrits, trouvent là une explication. Pour d'Agata comme pour Debord, le vrai est un moment du faux. C'est bien sûr la thèse numéro 9 de la Société du spectacle de Debord. Et le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Le flux, décrit par d'Agata, est donc partie prenante du spectacle de Debord. Ainsi, comme l'affichage incohérent d'un ordinateur peut-être serait le phénomène visible provoqué par l'installation de données néfastes, de virus,
Le flux d'images qui nous occupe ici est un phénomène visible, conditionné par un flux gigantesque de capitaux, l'immense système de la consommation et de la production qui conditionne et détermine ce flux de manière invisible. Dans le flux, tout cela, effectivement, reste invisible. Et Antoine d'Agata s'explique, ou l'explique plutôt ainsi, sous couvert d'humanisme, se confondent conscience et logique de rendement, mythe et mystification. Donc le flux construit une surface unie, ténue, ravaudée à partir de millions d'images qui évacuent dans le même temps leurs conditions de production, leur détermination économique, voire mystique. Elles sont prises en charge par un seul contexte, celui du flux, de la consommation mondialisée, et ainsi, les meilleures intentions du monde ne comptent plus une fois la surface de la photographie déconnectée de ses instances de production et de son fait social. C'est l'intention du flux qui va primer. Pour Antoine d'Agata, le flux contemporain d'images existe et perdure grâce à cette déconnexion, cette atomisation de la logique qui empêche le point de vue de la totalité, tout en le mimant, dans un sens, ce point de vue. Mais dès lors, pourquoi continuer à photographier ? Pourquoi vouloir faire rentrer sa production photographique dans ce système qui est une machine à récupérer et à détourner les images et les intentions qui les fondent, si on en croit Antoine d'Agata ? Donc face à ce système qui accule le photographe, le retranche dans d'inconfortables paradoxes, Antoine d'Agata pense avoir trouvé une échappatoire. Je le cite. « Je n'ai d'autre choix que d'adopter la stratégie des hackers, la rétro-ingénierie, la déconstruction de programmes, de règles, de protocoles construits par une idéologie à vocation hégémonique avec l'intention de la contaminer, de la pervertir, de la détruire. » Donc, la stratégie des hackers, la vie en situation contre le flux, comment cela fonctionne ? Eh bien, pour Antoine d'Agata, le photographe doit vraisemblablement se faire informaticien. Non pas un informaticien qui s'occuperait des images, en ferait des points de trame dans le livre ou de simples pixels à l'écran. Cela serait en pratique finalement, ce serait la pratique d'un informaticien qui ne s'occupe pas du flux comme d'un fait social, mais qui s'occuperait seulement des images. D'Agata convoque au contraire la figure du hacker, et le hacker, c'est un homme de l'ombre, celui qui crée, analyse, modifie les programmes informatiques, souvent pour en exploiter les faiblesses et transformer leurs fonctionnalités en les rendant accessibles au plus grand nombre. Le hacker n'est pas un homme d'image, c'est un homme d'action. Et l'abondance des références au situationnisme nous oblige à rapporter cette figure évoquée par le photographe à une autre figure qui traverse tout son texte, celle du situationniste, bien sûr. Donc chez d'Agata, le photographe hacker semble en effet être l'autre nom du situationniste. L'homme qui agit face au flux en créant des situations. C'est le situationniste de d'Agata. Et donc la situation, si l'on en croit la définition donnée par les situationnistes eux-mêmes, ces situations sont les moments de la vie concrètement et délibérément construits par l'organisation collective d'une ambiance unitaire et d'un jeu d'événements. Pour Antoine d'Agata, il s'agit donc, lors de la prise de vue, en tant que photographe, de devenir et acteur de son propre instrument perceptif, d'acérer la conscience qu'il a de sa propre existence. Face au flux, le photographe ne pense plus à ses images ou à leur diffusion, il veut et doit agir. Se concentrer sur une pratique, tel est le premier versant de son engagement. Le deuxième versant de l'engagement d'Antoine d'Agata sera celui de la lutte sans merci avec le visible, ce sont ses termes, une lutte dans laquelle il se dit pris. Donc ici, on a affaire à un deuxième paradoxe. À l'image photographique elle-même finit par s'opposer le moment de la prise de vue. Et c'est dans cette tension que se crée vraisemblablement l'œuvre photographique et théorique qui nous est livrée. L'image déçoit, mais, dit Antoine d'Agata, chacune des prises de vue est comme un éclair de conscience. Seul le moment, la prise en compte et cette pratique
seul le moment est pris en compte, pardon. Et cette pratique est ainsi décrite par Antoine d'Agata. Il s'agit de partager l'épaisseur de la nuit de la victime face à l'œuvre de la mort, ne se réfugier ni dans le confort du mensonge, ni dans celui de l'oubli, face au conformisme de la lâcheté, laisser libre cours à la rage qui rend supportable les affres de la peur et du désir. Être ne suffit plus, aimer, penser, souffrir ne suffisent plus. Donc dans les faits, Antoine d'Agata vit ce qu'il photographie et photographie ce qu'il vit, c'est son credo, agissant lui-même dans le cadre, avec son entourage, qui pourra éventuellement déclencher l'obturateur si nécessaire. Donc cette pratique autobiographique, noyée dans le réel, prend le sens d'une éthique de la photographie, en ce qu'elle interdit la réalisation d'images appartenant au réalisme instrumental, tel que le définit Alan Sekula, à ce photojournalisme paternaliste dans lequel un sujet crève l'écran, mais fait oublier un acteur majeur, qui est le photographe, qui a sa pratique, ses commanditaires, son économie. Donc en cela, Antoine d'Agata joue bien son rôle de hacker de la photographie, redéfinissant les règles, déconstruisant les programmes et les protocoles. Mais alors, comment articuler cette théorie de l'action lors de la prise de vue, cette action du photographe, avec les mosaïques imprimées dont nous sommes encore les spectateurs? Et je proposerai donc de comprendre l'image photographique ici comme reflux. Puisque à partir de MIBA, de cet ensemble, de ce corpus photographique, à partir de ces images qui gagnent en furtivité, qui semblent devenir des pixels, à partir aussi de l'évocation de la figure mythique du hacker et du concept de contamination mis en avant par Antoine d'Agata, il serait séduisant de construire l'idée d'image offensive pour le système, créée par Antoine d'Agata. Bon, après tout, amoeba, ça signifie amibe. Antoine d'Agata a déjà proposé dans un de ses ouvrages, Ice, une réflexion sur ces amibes, puisque lui-même a été victime d'une amibiase, d'une infection qui lui a permis d'être rapatrié du Cambodge et de travailler autrement sur ces images. Et on pourrait imaginer que le flux d'images commerciales et le corps qui l'abrite puissent être contaminés comme par ces amibes, par ces images amibes, comme un virus informatique contamine un ordinateur. Donc l'idée serait romanesque, voire romantique, mais elle impliquerait qu'il y ait de bonnes et de mauvaises photographies, les unes pouvant lutter contre les autres. Donc la proposition serait d'une part naïve sur le plan dialectique, mais elle serait aussi incompatible avec la lutte contre le visible que s'impose Antoine d'Agata. Donc nous ne pourrons pas échapper à ce paradoxe d'un engagement dans une pratique de prise de vue qui lutte contre l'image elle-même. Et cette lutte contre l'image, contre le visible, Antoine d'Agata semble la gagner, puisque dans amoeba, l'image photographique a bien quasiment disparu. Alors que l'action du photographe reste paradoxalement visible dans la profusion de ses planches contact, signe qui renvoie bien à une activité de photographe. Donc oui, l'expérience d'Antoine d'Agata nous permet d'entrevoir une sorte de sortie du cercle vicieux de ce flux d'images qui recycle les formes en éliminant la diversité des discours. Elle permet d'imaginer que l'on peut en finir avec le paradoxe de la photographie et du flux grâce à la stratégie de ces hackers situationnistes. L'issue est ici, un mandala de pixels dans lequel disparaît presque l'image photographique. Mais alors, pourquoi ne pas la faire disparaître complètement ? Antoine d'Agata répond parfois à cette question en évoquant une forme de faiblesse. Les publications seraient pour lui une forme de compromission incontournable pour exister et vivre. Pourtant, dans le système du photographe, la photographie doit apparaître, ne serait-ce que pour se nier elle-même. Dans son texte Flux, Antoine d'Agata réaffirme son engagement photographique paradoxal. Je le cite, « La photographie est source de désordre parce qu'elle porte en elle les germes de l'action. » Tel qu'il se présente, le système du photographe est un jeu à somme nulle. Le photographe, au milieu du monde dans lequel il vit,
fournit l'énergie pour qu'existe l'acte photographique. Il crée ainsi la situation. Cette situation produit un artefact, et l'on pourrait presque dire ici un rebut, qui est la photographie. En invoquant la nécessité de placer l'action et non l'image au cœur du processus, Antoine d'Agata procède bien à un hacking des codes entendus de la photographie et nous fait envisager les images photographiques non comme flux, mais finalement comme reflux de l'action du photographe. Le paradoxe dans lequel est piégé le photographe pourrait ainsi permettre de dénouer la situation sur le plan général. Ce que nous avons appelé le flux photographique pourrait être envisagé plus à distance, comme reflux d'une pratique, d'une praxis qui, elle, pourrait revenir au cœur de notre réflexion. Alors, pour conclure, évidemment, la démarche d'Antoine d'Agata n'est pas sans aporie. Dans les grandes lignes, elle s'insère tout d'abord parfaitement, elle semble s'insérer parfaitement dans les exigences de l'art contemporain, un art caractérisé par l'action plutôt que par l'œuvre, puisque c'est souvent de cette manière-là qu'on peut définir ce fait social. De ce fait, si la pratique d'Antoine d'Agata a un potentiel révélateur, elle ne peut pas s'empêcher, dans une certaine mesure, de ménager un public, chose contre laquelle Debord nous mettait en garde à la fin de son œuvre. Les spectateurs du travail d'Antoine d'Agata ne sont pour autant pas livrés à eux-mêmes dans un flux d'images aux propos évanescents. Le lecteur est, dans chaque livre, pour chaque série, le spectateur est invité à devenir lecteur du texte qui encadre les images, rappelant ainsi systématiquement que la photographie en général n'est pas un langage à part entière, mais qu'elle est invariablement accompagnée et orientée par un texte explicite ou implicite. La pratique photographique d'Antoine d'Agata semble ainsi faite d'actions et de discours dont les images ne sont que le corollaire, là où la doxa photographique attend plutôt d'un photographe l'attitude opposée. Or, pour sortir du flux, dit en substance Antoine d'Agata, il faut changer nos attentes, repenser les mythes qui fondent les catégories dans lesquelles nous vivons et dont le produit nous dépasse et nous anéantit parfois. Alors, pourquoi ne pas envisager l'image photographique comme un simple reflux, peut-être parfois comme un rebut ? Cette réflexion a l'avantage de ne pas demander un positionnement manichéen pour ou contre le flux des images commerciales, mais d'y faire face en se posant la question de la manière dont on agit au sein des pratiques dont les conséquences sont ce reflux d'images. Je vous remercie. Merci beaucoup Clément. Entrez, voilà. On en profite. Bonjour. Donc merci pour cette intervention que j'ai trouvée très, très intéressante. Une petite question de curiosité. Vous vous référez souvent à des prises de position d'Agata. Il a écrit des textes, il a commenté sa pratique, sous quelle forme. Voilà, je ne connais pas cet ensemble d'écrits donc, auxquels vous vous référez, j'aimerais bien savoir. Alors oui, presque tous les livres d'Antoine d'Agata comportent des textes. Je crois que je l'ai emmené. Donc c'est des textes qui accompagnent ces publications. Alors, j'ai apporté des ordres. Alors dans mon infinie radinerie, je ne le ferai pas tourner parce que c'est un exemplaire un peu fragile et dédicacé. Mais pour vous montrer comment ça se présente, la première partie, ce sont donc les images. Donc chaque double page est une recension finalement d'une série photographique de d'Agata publiée. Et la deuxième partie est constituée de textes assez denses qui reprennent
chacune. Donc là, voilà, vous avez la page sur Amoeba. Et ensuite, à la fin du livre, pour chaque double page, pour chaque page qui est numérotée, en fait, en bas, on a un texte plus ou moins long, souvent très dense, de Antoine d'Agata. Et cette pratique-là, Antoine d'Agata la garde quasiment constamment dans ses livres. En fait, on pourrait distinguer deux types d'ouvrages publiés par Antoine d'Agata. Donc des livres d'artistes qui sont plutôt un travail sur la forme, comme Amoeba, qui est un petit Leporello et qui ne comprend pas de texte. Je vous en prie. J'ai une prérogative. C'est ça. Mais vous êtes sous surveillance. Et puis d'autre part, il y a des livres qui sont dans des tirages plus conséquents. Et qui, eux, comprennent à chaque fois des textes, sachant que pour chaque livre, donc les livres dont j'ai parlé d'Odysseia, j'ai parlé de Ice, à chaque fois le texte occupe un tiers du volume du livre à peu près. Donc Antoine d'Agata, c'est quelqu'un qui a une pratique d'écriture tout à fait liée à sa pratique photographique et qui n'en est pas déconnecté. Et dans une certaine mesure, ces textes, finalement, sont partie du livre, pleinement partie du livre. Complètement. Viennent en regard des images et viennent commenter, donc on l'a vu, certainement plus la pratique du photographe que ces images. Mais effectivement, chez Antoine d'Agata, il n'y a pas d'image sans texte. Je ne sais plus où est le micro. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à l'intervention de Clément? Bernard Guelton, tu souhaites que les gens disent leur nom peut-être Philippe? Non, c'est pas nécessaire. Donc, il m'a demandé si je pense que figure du hacker n'est pas simplement métaphorique, dans la mesure où vraiment le contexte de monstration du travail d'Agata et le domaine de la situation de l'exposition d'art contemporain. Et donc, finalement, il transforme cette situation vécue des images qu'on reçoit quotidiennement dans un contexte qui est un contexte particulier. Donc, il y a un cœur, parce qu'il y a un cœur effectivement dans la situation d'une médiation dans le contexte de l'art contemporain, ou est-ce qu'il y a un cœur dans la situation quotidienne où on a ce flux des images. Donc moi, il me semble que à travers cette figure du hacker, on a surtout quelque chose qui est essentiellement métaphorique, qui n'est pas du tout de l'ordre d'une action réelle du hacker. Alors effectivement, je pense que c'est une question qui est intéressante et qui est aussi un paradoxe, qui fait partie des nombreux paradoxes du travail d'Antoine d'Agata. C'est que je pense qu'il y a deux dimensions en fait de ce thème. À ce thème du hacker, il y a deux dimensions. Effectivement, il y a une première dimension qui est celle de l'ordre du souhait et d'un souhait, d'une envie romantique de performance de la photographie et de l'action du photographe dans l'ensemble du monde et dans l'ensemble du flux d'images commerciales. Donc là, effectivement, Antoine d'Agata, eh bien, il aurait peut-être envie et il projette l'idée que on pourrait être le hacker de ce grand système, alors que lui n'a finalement qu'une petite place dans l'univers de l'art contemporain. Et donc il y aura quelque chose de l'ordre d'un combat perdu d'avance et d'une figure mythique qui viendrait soutenir la figure de l'artiste. Donc effectivement, là, si on entend le hacker sous cette définition de celui qui va bouleverser le programme général du régime du flux, finalement, il y a quelque chose de très déceptif dans l'œuvre d'Antoine d'Agata et dans le résultat. Et puis, il y a une deuxième manière de l'entendre
qui est celle de voir ce que, effectivement, dans le champ de la photographie, dans le champ de la photographie documentaire et du photojournalisme surtout, Antoine d'Agata essaye de se faire hacker et de changer le programme du photojournalisme. Et à son échelle, on peut questionner finalement, évidemment, le résultat concret de l'action d'Antoine d'Agata, mais il est quand même membre de Magnum, il a quand même une influence dans le milieu du photojournalisme, et il essaye de provoquer en tout cas un questionnement nouveau autour du programme entendu du photojournalisme hérité du XXe siècle. Et donc à ce titre-là, eh bien, il y aura quelque chose qui est de plus efficace. Donc effectivement, il y a deux manières d'entendre hacker. Je pense qu'il y a une manière il y a une manière romantique. Le hacker, c'est cette figure de l'informaticien de l'ombre qui aurait tout pouvoir sur le flux. Et eh bien, on est dans une imagerie romantique. Et puis il y a une figure plus concrète qui est celle de celui qui travaille au quotidien dans son environnement. Et de ce point de vue-là, on a quelque chose qui est peut-être plus efficace chez Antoine d'Agata. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Alors, une autre question. Pascal Moujean. Oui, merci. C'est pour rebondir sur un adjectif que vous venez d'employer à 2 reprises, un adjectif romantique. Oh. Pour essayer de préciser, de lancer un peu les choses quant à l'action réelle d'Agata dans le monde. Moi, je crois que, mais je suis convergent avec ce que vous avez dit, qu'il rejoue quand même cette espèce de figure romantique du suicidé de la société. Pas forcément le hacker grand qui va perturber, qui va introduire un désordre dans le monde, oui, mais au prix quand même d'une espèce de sacrifice de soi. Il y a quand même un côté assez, pas morbide, mais enfin quand même pas loin, quasi suicidaire dans sa démarche photographique, avec une prise de risque maximale, une prise de substance aussi importante, qui deal avec les sujets qu'il photographie. Il est comme ça en osmose et à ses risques et périls, il prend énormément de risques. Et donc je pense que s'il y a une manière pour lui d'exister de manière pragmatique dans le monde, c'est par ce scénario très romantique du suicidé de la société, avec une espèce d'héroïsation sacrificielle, de sacrifice héroïsant de lui-même. Peut-être plus, c'est comme ça que je le vois, mais vous connaissez mieux que moi, peut-être plus qu'en tant que perturbateur, il va se faire perturber lui-même, il va jusqu'au bout du détraquage qu'il veut documenter, en courant le risque d'en être la première victime. Voilà. Oui, là aussi, question vraiment intéressante que j'ai laissé de côté pour des questions de temps, mais qui est capitale en fait dans l'œuvre d'Antoine d'Agata, puisque là c'est la deuxième question qui permet d'explorer les deux pans de ce travail-là. Il y a un pan qui est d'ailleurs pas celui qui est le plus mis en avant, qui est le pan un peu euphorique, qui est celui que j'ai présenté. Donc c'est cet aspect d'une pratique de photographe qui pourrait être performative, qui pourrait avoir un résultat. Et puis il y a l'aspect romantique de la situation, et dans tous les sens du terme, et des écrits d'Antoine d'Agata, qui est celle-ci. À l'origine, le titre original de l'intervention, c'était à rebours d'un état d'agonie continue, je crois. Et évidemment, les thématiques morbides de l'agonie, de l'épuisement, sont au cœur du travail d'Antoine d'Agata. Et
Et c'est quelque chose que je ne nie pas du tout. J'essaye pas de recréer une figure un petit peu plus aimable d'Antoine d'Agata, puisque lui-même n'essaye pas de le faire, et que je dirais que, d'une certaine manière, son message se diffuse à travers, finalement, cette image, cette construction romantique du photographe qui peut être extrêmement séduisante, et là, en termes de spectacle, et en termes de spectacle romantique. Et là, on est au cœur du paradoxe de la pratique d'Antoine d'Agata. Cette intervention, elle me permettait aussi de poser quelques jalons pour un rapprochement d'Antoine d'Agata du courant situationniste, pour commencer à le resituer, parce que je pense que si on s'intéresse au photojournalisme et au travail d'Antoine d'Agata, c'est nécessaire. Et il va falloir aussi se poser la question de la manière dont Antoine d'Agata s'insère là-dedans, mais aussi s'en écarte parfois. Et je crois que toutes ces thématiques romantiques agissent, sont aporétiques par rapport à l'engagement situationniste. Parce que, évidemment, Antoine d'Agata, c'est aussi le spectacle de l'agonie, et c'est le plaisir de mettre le spectateur face à son impuissance, face à son impuissance dans la contemplation de l'agonie d'un photographe, du suicidé de la société. Et là, il y a quelque chose qui est pas tout à fait dans les cordes de Guy Debord et des situationnistes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà.